Bonjour, je m'appelle Tatiana Sangüesa et j'ai piloté l'équipe de recherche qui a accompagné le projet vers des changements systémiques pour éliminer la violence subie par les adolescentes et femmes immigrantes à Montréal-Nord. Dans cette capsule, je vais vous présenter la recherche. Avant de donner la parole aux femmes et aux adolescentes elles-mêmes pour qu'elles vous expliquent en leurs propres mots leur vécu, je finirai pour vous présenter les recommandations qui ont émergé de la recherche. Je tiens à remercier les participants et participantes qui ont partagé avec beaucoup de générosité leurs expériences, ainsi que tous les partenaires de la recherche. La recherche avait deux objectifs: comprendre les besoins des intervenants et intervenantes et équiper les organisations de Montréal-Nord pour soutenir les femmes survivantes de violences entre partenaires intimes. Et le deuxième, c'est comprendre les expériences des femmes et des adolescentes immigrantes et des minorités racisées en termes de violences entre partenaires intimes. Pour répondre à ces objectifs, nous avons utilisé une démarche de recherche-action. C'est une façon de faire la recherche dans laquelle on cherche en parallèle à acquérir des connaissances scientifiques et à créer des actions concrètes et réalistes sur le terrain. Dans cette recherche, nous avons utilisé une méthodologie qualitative pour pouvoir comprendre les points de vue et les expériences personnelles des participantes. En premier lieu, nous avons fait une revue de littérature de 50 articles. Nous avons rencontré 11 adolescentes âgées de 12 à 19 ans, un groupe de discussion, et 7 femmes en interview individuelle. En plus, nous avons aussi enquêté 23 intervenants et intervenantes des organisations communautaires de Montréal-Nord. Au niveau théorique, nous avons utilisé deux approches, l'approche socio-écologique et l'approche intersectionnelle. Dans l'approche socio-écologique, on considère qu'une personne est façonnée par ses interactions avec différents écosystèmes. L'approche intersectionnelle, c'est de voir comment les différents aspects de l'identité d'une personne, son genre, son statut social, son identité ethnique par exemple, sont impactés par de divers systèmes d'oppression, le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme par exemple. Le premier volet des résultats concerne les besoins des intervenants et intervenantes communautaires au sujet des interventions en violence entre partenaires intimes qui vivent leurs clientes. 91% des intervenantes ont rencontré au moins une cliente vivant de la violence au sein de leur relation. Et 52% estiment que leur organisation a des ressources d'orientation suffisantes pour leurs clientes. Si on exclut les organismes spécialisés en violence entre partenaires intimes, seulement 11% des organismes ont des protocoles d'intervention. La majorité des intervenants travaillent dans des organismes qui ne sont pas spécialisés en violence entre partenaires intimes, ne se sentent pas équipés pour intervenir dans ce type de situation, que ce soit pour orienter en matière de violence et immigration vers des ressources de soutien. Ces quelques éléments sont approfondis dans les rapports et montrent que les intervenants et intervenantes et leurs organismes d'appartenance ont des questions sur leur rôle et leur implication pour prévenir et éliminer la violence entre partenaires intimes. Le deuxième volet des résultats concerne le vécu des femmes et des adolescentes elles-mêmes. Vous entendrez des extraits des interviews entrecoupés des sections explicatives. Afin de préserver la confidentialité des participantes, nous avons enregistré leur opinion avec les voix des autres femmes et adolescentes. Lors des discussions avec les participants, certains thèmes ont émergé: la perception de Montréal-Nord, les expériences de violence, les raisons pour ne pas quitter une relation de violence, les facteurs facilitants et les défis dans les demandes d'aide, entre autres. Nous avons demandé aux femmes et adolescentes de nous parler de leur quartier Montréal-Nord. Pour certaines, le quartier se caractérise par la diversité culturelle. Pour des autres participantes, la violence est très présente et elle est perçue comme quelque chose de quotidien. C'est sûr qu'il y a comme une recrudescence de la violence, on va se le dire. Pendant vue d'une personne qui a grandi à Montréal-Nord,
c'est la richesse, c'est la jeunesse, c'est l'intégration, c'est le multiculturalisme, c'est l'intergénérationnel qui cohabitent ensemble d'une façon tellement exceptionnelle. On est à des arrondissements qui a la chance d'avoir beaucoup d'organismes divers et variés. Donc ça, pour moi, c'est une richesse. Je suis désolée de le dire, mais c'est le quartier. C'est ça le problème. C'est vraiment une ambiance électrique. Le truc, c'est quand quelqu'un qui a poignardé une autre élève devant tout le monde, ça me traumatise. C'est peut-être toi. Pour certaines adolescentes, Montréal-Nord est perçu comme un contexte toxique, où les gens ne feront pas confiance à leurs amis pour recevoir de l'aide ou des conseils, surtout dans les relations amoureuses. Montréal-Nord est rempli de rumeurs qui affectent leur réputation selon les adolescents rencontrés. Il n'y a personne à Montréal-Nord, il n'y a personne qui sait garder sa bouche fermée. Un truc qui sort, toute la population est au courant. Et même si c'est dans des écoles différentes. Je dois dire, tout le monde connaît tout sur tout le monde. Si tu as une réputation et que tu veux l'enlever, c'est difficile. Elle s'explique que les relations toxiques sont favorisées par l'existence de relations inégales entre hommes et femmes à Montréal-Nord, fondées sur des stéréotypes culturels et de genre. Pour moi, les gars, on va parler des gars de Montréal-Nord. Les gars de Montréal-Nord, ils veulent comme être des bad boys. C'est comme s'ils pensaient t'es à moi, je te partage pas. Par exemple, si je parle avec un ami gars, il commence à dire « Pourquoi tu lui parles? Je vais couper les ponts avec toi. » C'est vraiment toxique pour la vie. Les participantes ont décrit avoir subi différents types de violences, physiques, psychologiques, économiques, verbales, ainsi que des contrôles de la part de leurs conjointes. Cette violence peut être vécue même après la séparation. Cette violence a des conséquences fortes sur la santé physique et mentale des femmes et des adolescentes, dans le réseau des amis, l'estime de soi, entre autres. À cause de tout ça, j'ai sombré vraiment dans l'alcool et dans la drogue. Il n'y avait pas que la marijuana que je consommais. Il y avait de la coke que je consommais. Dans l'alcool, je ne buvais pas de bière, mais que de l'alcool fort, juste pour oublier le mal que j'avais parce que je ne voulais pas me refaire du mal. Mais quand tu vas voir que toutes les portes se ferment devant toi de plus en plus, ce qui est en bas, c'est les tentatives de suicide. La violence m'a laissé des séquelles jusqu'à aujourd'hui. La difficulté à me concentrer, j'ai de la difficulté à garder le fil de mes idées. La mémoire, vraiment, c'est nul. À mon bureau, j'ai des post-it partout. Le calendrier des codes de couleurs parce que j'ai de la difficulté. Nous avons discuté avec les adolescentes sur leurs relations amoureuses. Elles ont identifié les éléments de relations saines, caractérisés par le respect, la confiance, l'écoute et le soutien. Cependant, les adolescentes reconnaissent que beaucoup de jeunes ont des difficultés dans leurs relations intimes, qu'elles souffrent, que c'est courant et que malheureusement, elles n'en parlent à personne. Il y a une fille qui pleure, qui est en dépression, qui s'est sentie utilisée parce qu'elle a appris avant-hier que le gars avec qui elle était ou avec qui elle a fait des choses, il a parlé sur son dos. Ça fait mal. Surtout avec quelqu'un que tu t'es livré, à qui tu as fait confiance. Beaucoup de jeunes, vraiment beaucoup de jeunes qui en souffrent et qui veulent même pas en parler à leurs parents. Ils peuvent même pas en parler à leurs amis. Les femmes et les adolescents rencontrés ont identifié différents obstacles à la recherche d'aide. Ces facteurs peuvent être liés à l'inadéquation des politiques existantes, aux normes sociales, au manque de services, à leur propre parcours migratoire, aux caractéristiques du territoire où elles habitent, ou à la difficulté de s'intégrer à la société d'accueil. Il me disait, si tu t'en vas, tu vas aller nulle part. T'as pas d'endroit. Et puis moi, c'est exactement ce que moi je voyais. Un autre obstacle, c'est le transport
ici à Montréal-Nord, la route pour aller au poste de police du centre, par exemple, c'est un autobus, puis la personne doit marcher. La personne a le temps de réfléchir tout le trajet et de se dire « non, j'abandonne ». L'accès au travail aussi, ça peut être difficile parce qu'il y a beaucoup de délais au niveau. Par exemple, le permis de travail, et c'est comme le moule. Elles ont le permis de travail, elles sont prêtes à travailler, mais elles n'ont pas de garderie pour garder les enfants parce qu'elles ne sont pas admissibles aux garderies subventionnées. Les adolescentes parlent de leur manque de confiance en leurs parents avec des différences générationnelles et culturelles. Oui, les jeunes vont mal. Ils ne parlent pas. Les parents ne cherchent pas à savoir. Moi, j'ai appris ça avec Internet. J'ai pas parlé avec mes parents. Tous les sujets que moi j'apprends par moi-même, c'est niveau Internet. Moi, je parle pas de sexualité avec mes parents. Je parle pas de relations par-ci, par-là. Je parle pas, par exemple, à la valeur d'une femme dans un couple. Tout ce genre de trucs-là, je les ai appris avec Internet, c'est tout. Les femmes victimes de violences entre partenaires intimes ont parfois vécu ou entendu parler de mauvaises expériences avec les services, surtout quand il y a un référencement à la Direction de protection de la jeunesse. Cela peut être une entrave à leur demande d'aide. J'ai expérimenté un peu de pression pour laisser la maison. Je ne suis pas une personne pour aller dans une auberge de femmes qui ont abandonné la maison et ce n'était pas pour moi. La direction de la protection de la jeunesse dit que la mère n'est pas stable pour être avec les enfants parce qu'elles ont de la difficulté à contrôler les émotions. Et quand j'essaie de leur dire que c'est moi qui ai été victime de violences conjugales, verbales, physiques, du jour au lendemain, on m'a enlevé tout droit de mes enfants. Et même encore aujourd'hui, je me bats encore pour mes droits envers mes enfants et de mes droits aussi. Les participantes parlent des facteurs qui facilitent leur demande d'aide. Les femmes, par exemple, mettent l'accent sur les rôles joués par leur entourage, les amis, la famille, les voisins. Le soutien d'un bon réseau leur a permis d'échapper à la violence. Ça fait que j'ai eu la chance d'avoir un bon réseau. Mes amis faisaient à manger, prenaient mon fils, puis ils ne m'ont jamais forcé à aller faire la plainte. Et c'est ce dont je suis reconnaissante. Ils connaissent vraiment pas grand-chose à la violence, à part que, non, tu dois pas accepter. Tout le monde a été compatient. Ils ont accepté mon rythme. Les femmes mentionnent que la coordination entre les organismes et le fait d'avoir eu de bonnes expériences par le passé les ont aidées à chercher de l'aide. J'étais comme, je peux pas continuer, je cherche à me divorcer, mais je ne savais pas où aller pour divorcer. Je suis allée au consulat de mon pays. Je me suis dit, puisque j'ai juste pensé à ça. J'étais chanceuse de rencontrer quelqu'un qui comprenait bien le pattern de violence et qui m'a mise sur la bonne voie. Quand je me suis sauvée, je suis allée au poste de police, etc. Et puis je suis passée à ville. Il y avait une maison d'hébergement là-bas et c'est eux qui m'ont trouvé un appartement de 12e étage. C'était grâce à eux. J'ai trouvé parce qu'on cherchait à Montréal et puis il y avait juste une disponibilité à cet organisme. Les participantes ont fait des suggestions pour améliorer les services, comme de rencontrer les femmes et les adolescentes, surtout les plus isolées, et les informer de leurs droits. Elles parlent de mieux diffuser les ressources disponibles et d'une meilleure explication de ce qu'est la violence et de ses conséquences pour elles et leurs enfants. C'est très important que toutes les femmes, que tu sois immigrantes ou autres, sachent c'est quoi une violence, c'est quoi une violence psychologique, une manipulation, parce qu'il y a des hommes là qui vont jamais te frapper, mais tu vas rester dans ce pattern de violence. C'est qu'elles, les femmes, doivent aussi savoir c'est qu'il y a des organismes, des endroits qui peuvent les soutenir, parce que pour certains qui n'ont pas de diplôme,
qui ne travaillent pas, elles restent dépendantes parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas gagner leur vie. Elles ne peuvent pas trouver de travail. Ce que je conseille aux organismes, c'est de rentrer en quelque sorte dans la communauté. Par exemple, aller quand il y a des événements et toute fête nationale ou des faits religieux. Il faut contacter ces femmes et essayer de raconter que quand la femme subit de la violence au Canada, il y a une protection réelle, que la femme a un endroit où aller. Les adolescentes soulignent l'importance de travailler avec les parents pour qu'ils comprennent leur expérience et pour qu'elles se sentent à l'aise de leur demander de l'aide. Elles disent aussi que c'est important de sensibiliser les garçons à la violence dans les relations intimes. Les parents, ils ont un gros rôle aussi, mais parce que en même temps, eux aussi, là, ce qui leur est arrivé, ce qui est quelque chose qui s'est entraîné de génération en génération, c'est pas une attitude et un comportement que tu peux changer d'un seul coup. Parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de discussion. On n'est juste pas habitué. Ce serait déjà bien de souvent avoir des discussions comme ça, mais avec des gars, avec eux, parce qu'ils sont fermés d'esprit. Ils sont bêtes, ils sont têtus, veulent rien comprendre pour ce qu'ils font. Ils ont besoin d'autres personnes, de voir des filles s'exprimer, savoir ce que ça leur fait. Et quand 2, 3 gars, 4 gars, 5 ont été influencés, on leur a mis toutes ces idées dans leur tête. Il va aller dire ça à ses amis vont le dire à d'autres personnes, et ça va sensibiliser. Ce que je veux dire, ça pour moi, ça c'est vraiment la solution. Les adolescentes parlent aussi du fait qu'elles veulent voir une diversité culturelle dans les équipes des organisations pour se sentir représentées et à l'aise de demander de l'aide. Je ne me sens pas toujours représentée pour moi quand j'utilise des services d'un organisme communautaire, avec juste des Québécois et des Québécoises. Moi, je veux voir qu'il y a des gens là-bas qui travaillent, qui me ressemblent, qui parlent ma langue aussi. Si tu as l'opportunité d'aller à un organisme pour les femmes où il y a juste des femmes québécoises, peut-être je ne vais pas me sentir à l'aise. Elles parlent aussi d'adapter les contenus de formation, de sensibilisation sur la violence dans les relations intimes, car les activités ne sont pas toujours intéressantes pour elles, ou les formats ne conviennent pas. J'ai pas osé poser des questions parce qu'il y avait le jugement des autres. Il y a des personnes avec qui tu veux pas dire une situation, alors qu'on était en petit groupe et que vous êtes tous là pour la même raison et que vous voulez tous apprendre d'une situation. Chacun va parler de sa propre situation. La recherche a montré que la violence entre partenaires intimes est un problème systémique et que les femmes et les adolescents rencontrent des obstacles pour accéder aux services à différents niveaux. Elle aussi a fait émerger quelques besoins concrets des femmes et des adolescentes et des intervenants et intervenantes. Voici quelques pratiques prometteuses qui permettent d'y répondre. L'organisation d'un plus grand nombre d'activités sociales par, pour et avec les femmes et les adolescentes. L'augmentation des formations sur la violence entre partenaires intimes adaptée à la réalité de Montréal-Nord. La mobilisation des acteurs et actrices autour des droits et des politiques en matière d'immigration. L'inclusion de la compétence culturelle dans les pratiques d'intervention. La sensibilisation de la communauté à la violence entre partenaires intimes. Le renforcement de la collaboration entre les secteurs. Pour en savoir plus, vous pouvez lire les 2 rapports de recherche publiés sur le site web du projet et le site du Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction. Merci de votre attention et nous espérons que cette capsule vous a été utile.